3, 2, 1. Bonjour Marc-Yvan Laroy, vous êtes directeur commercial, marketing et communication à l'Office international de l'eau, l'OIO. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Un petit mot à l'attention de ceux qui nous suivent en live et qui nous suivent fidèlement et on vous remercie. Vous pouvez poser vos questions et interagir avec nos intervenants. Comme vous le savez, il suffit de vous rendre sur le site internet du salon www.cyclo.fr rubrique live. Vous déposez vos questions et on les transmet par la suite à nos intervenants qui y répondront directement. Donc encore une fois, merci. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'OIO et ses missions pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, donc déjà, bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, pour présenter un petit peu l'Office international de l'eau, c'est une association loi 1901 d'utilité publique qui est assez ancienne, qui fête ses 30 ans cette année, qui a des actions essentiellement concurrentielles, mais aussi une partie d'intérêt général, en particulier auprès du ministère et de l'Office français de la biodiversité. On a un rayonnement plutôt international. On intervient bien sûr en France, mais aussi en Europe, mais également dans le monde entier, dans de très nombreux pays et dans tous les continents. Donc c'est une association qui a plusieurs piliers d'activité, on pourra en parler tout à l'heure, et qui a pour enjeu en fait de porter un peu le savoir sur l'eau dans le monde entier. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est quand même l'enjeu de l'association avec des caractéristiques, c'est-à-dire une reconnaissance importante pour une structure qui est relativement modeste. On est 150 dans l'association, mais on a une reconnaissance importante sur nos différentes actions. Et puis j'aurais tendance à rajouter une chose, c'est que notre statut associatif, la diversité de nos membres, qui sont à peu près tous les acteurs de l'eau, fait de nous en même temps un centre de ressources indépendant en termes de connaissances sur l'eau. Une référence. Une référence, on l'espère en tout cas. Quel est l'impact régional, national ou international? Vous l'avez dit, vous êtes présent à tous les niveaux d'un tel organisme concrètement. Alors, l'impact régional est assez important. En particulier, il est lié à l'un de nos piliers d'action. On verra peut-être nos 4 piliers. On a des piliers d'action qui sont axés sur la formation, sur l'appui, également sur la valorisation des connaissances, des données, et puis le réseautage. Et en particulier, l'impact, l'ancrage sur la région Nouvelle-Aquitaine. Il est lié en grande partie par la formation, du fait de la formation. Pourquoi ? Parce qu'on accueille sur des plateformes technologiques qui sont très importantes, qui sont uniques en Europe. On accueille beaucoup de personnes que l'on forme techniquement ou sur des principes de gestion de services d'eau, par exemple, mais aussi très techniquement à démonter, à réparer une pompe, à souder des tuyaux PEHD, pour ceux qui connaissent. Et du coup, cette venue sur nos sites de formation fait qu'on accueille à peu près, on forme 6000 personnes par an, donc on accueille beaucoup de gens sur nos lieux d'ancrage en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, on a un impact économique qui est relativement important. On peut dire qu'en formation, on fait à peu près 6 millions d'euros sur 15 millions d'euros de budget, 15-16 millions d'euros au total. Cet impact de formation se traduit par une valorisation à peu près à 17 millions d'euros sur le territoire Nouvelle-Aquitaine chaque année. D'accord. Donc un impact fort, financier, qui a été étudié, mais aussi un rayonnement qui est très important, puisqu'on a ce rayonnement international très fort. On accueille des délégations internationales donc sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Et donc c'est pour nous assez important de marquer cet ancrage, d'autant que la Nouvelle-Aquitaine a des enjeux d'usage de l'eau, a des diversités de son hydrogéologie, diversité aussi de ses enjeux de résilience climatique. Donc notre ancrage est relativement important au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, il y a 2 concepts que vous souhaitiez développer ce matin, l'éco-ingénierie et les solutions fondées sur la nature, on dit SFN dans le jargon. En quoi est-ce différent Alors en fait, je vais vous surprendre, parce qu'en fait, ça n'est pas si différent que ça. D'accord.
En fait, il y a une évolution au cours du temps entre l'appréciation de ce qu'on appelait les solutions fondées sur la nature et puis l'éco-ingénierie, la nature jardinée aussi. On pouvait parler de beaucoup de concepts. Cette évolution, elle s'est faite en plusieurs années. Au départ, les solutions fondées sur la nature avaient un objectif très clair, qui était d'utiliser la nature pour la nature. Et en fait, de remettre en état presque initial les espaces pour relancer et pour faire bénéficier de cette restauration initiale la biodiversité et la nature. L'éco-ingénierie était vue comme le recours en fait à des techniques un peu naturelles, à des fonctions naturelles dans le cadre de réponse à des enjeux techniques, technologiques ou de bien-être, par exemple. Maintenant, ça a évolué. C'est-à-dire que le terme SFN recouvre en fait des enjeux qui sont plus larges, qui sont des enjeux de résilience climatique, qui sont des enjeux de bien-être, qui sont des enjeux de biodiversité, qui sont des enjeux de conciliation entre les usages. Et donc, du coup, l'éco-ingénierie, qu'on pourrait appeler la nature jardinée, l'utilisation de fonctions naturelles dans des recherches précises d'action, par exemple la lutte contre l'inondation, c'en est une. Maintenant, on peut dire que ces éco-ingénieries intègrent un concept plus important qui est les solutions fondées sur la nature. D'accord. Et vous l'avez un petit peu commencé à le dire entre les lignes, mais l'intérêt d'une gestion fondée sur la nature, c'est quoi ? Alors, l'intérêt d'une gestion fondée sur la nature, c'est en fait d'avoir des intérêts multiples. C'est le grand enjeu des SFN, des solutions fondées sur la nature, c'est en fait d'avoir recours à des techniques éco-ingénierées, des techniques naturelles, pour lesquelles on va les utiliser pour répondre à différents services. C'est une approche qu'on appelle écosystémique. Et on va répondre à des services qui peuvent être très techniques, la gestion des inondations, mais aussi le traitement d'eau usée, par exemple, ou la récupération d'eau pluviale, ou la rétention d'eau pluviale. Mais en même temps, toutes ces techniques-là vont être combinées pour avoir un impact plus large sur la résilience climatique, sur la valorisation des espaces, sur le bien-être de la population, etc. Et on va valoriser en fait ces différents services-là. Donc tout l'intérêt est de dire on utilise plusieurs solutions fondées sur la nature ou plusieurs techniques éco-ingénierées qui vont s'enchaîner, qui vont se regrouper et qui vont rendre des services multiples que l'on pourra éventuellement rendre économiquement valorisés. D'accord, donc tout cela va se compléter dans un meilleur intérêt. Vous aviez un exemple à nous développer au niveau européen, parlant pour vous ? C'est un exemple, donc je vous propose là une représentation de ce projet. Alors je ne vais pas la présenter, elle est dense. L'idée est de dire, on a développé un projet depuis 2016 environ, qui est toujours en cours. C'est une plateforme Internet, mais c'est aussi une plateforme de réseau entre différents acteurs européens qui utilisent, qui testent ou qui ont mis en œuvre de façon complètement définitive et volontaire des solutions fondées sur la nature. Cette plateforme, en fait, elle définit 53 mesures d'éco-ingénierie qui sont liées à la rétention naturelle des eaux sur les terres. C'est un très gros enjeu, en particulier sur l'inondation, mais aussi en particulier sur l'alimentation en eau potable, puisque ça va maintenir l'eau sur les terres, c'est aussi maintenir l'alimentation des nappes qui vont servir à l'alimentation en eau potable. Et donc, ces 53 mesures, la particularité de ce projet européen, c'est qu'il montre bien que ces mesures doivent être combinées entre différents secteurs d'activité. Alors, on le voit ici, on a le secteur urbain, on a la forêt, on a également l'hydromorphologie, c'est-à-dire l'aménagement des rivières ou le réaménagement, la renaturation des rivières et des cours d'eau, puis on a aussi l'aménagement des forêts. Et donc, ces mesures-là peuvent être combinées, et c'est là où on parle de train de mesures éco-ingénierées, de train de solutions fondées sur la nature, qui vont répondre à plusieurs enjeux, qui vont amener plusieurs services, et on va les adapter dans un territoire, souvent une échelle hydrographique cohérente, donc un bassin versant, et on va l'appliquer sur ces 4 grands secteurs, urbain, agriculture, hydromorphie et forêt. Et ce projet européen
montre cette cohérence et surtout donne des outils aux décideurs politiques, aux décideurs territoriaux, pour choisir, pour définir des trains de mesure dans l'aménagement du territoire. Puis il a un enjeu très fort aussi, ce projet, c'est par le retour d'expérience dans toute l'Europe, c'est d'essayer d'avoir assez de données pour évaluer, pour calculer les services rendus de façon économique, ce qui est aussi un enjeu pour les valoriser et pour les comparer avec des techniques classiques, des techniques grises, on va dire, d'ingénierie. D'accord. On voit là qu'il y a l'adresse pour ceux qui voudraient aller voir www.nwrm.eu. Donc effectivement, les pays européens, comme vous l'avez dit, qui contribuent. Dans quel cadre peut s'inscrire une démarche de ce type en France ? Alors, elle peut s'inscrire à plusieurs échelles. Là, on voit que le projet européen illustre des solutions combinées à l'échelle d'un bassin versant. Il faut toujours que ces solutions, si on parle de solutions fondées sur la nature qui répondent à la gestion de l'eau, ce qui est un petit peu notre spécialité, en tout cas à nous, c'est de partir sur des échelles qui sont plutôt cohérentes au niveau hydrographique. Mais ça s'applique à des territoires, en fait. Donc, tout l'enjeu en France est peut-être d'intégrer ces solutions fondées sur la nature dans des grands projets d'aménagement à l'échelle territoriale. Les échelles territoriales peuvent être un grand bassin ou des petits sous-bassins, ou une échelle territoriale plus proche d'une ville, c'est-à-dire une ville et sa connexion avec son bassin versant, ce qu'on appelle un peu la connexion ville-bassin, qui est une notion de plus en plus déployée maintenant. D'accord. Et c'est un enjeu d'aménagement en fait global qui vise à la fois à valoriser le territoire, à la fois à le rendre plus résilient et à la fois à augmenter le cadre de vie et l'activité économique d'un territoire. Donc on est vraiment dans une échelle territoriale pour des décisions stratégiques d'aménagement et de développement d'un territoire. Et donc il y a un outil, vous me disiez aujourd'hui Alors il y a plusieurs outils qui existent, et il y a un outil assez récent, qui existait en 2015, qui a été modifié en 2019, qui est que l'on appelle les projets territoriaux de gestion des eaux. Les PTGE, c'est ça. Les PTGE. Et les PTGE sont des projets qui peuvent être lancés à des échelles territoriales donc cohérentes par rapport à ces solutions-là, par rapport à la gestion intégrée des ressources en eau, puisque l'objectif c'est ça, c'est d'avoir une gestion intégrée des ressources en eau, ce qu'on appelle l'AGIR. Et ces PTGE sont des outils qui peuvent s'intégrer dans des grands schémas d'aménagement de gestion des eaux, ce qu'on appelle les SAGE, et qui sont gérés à l'échelle des grands bassins nationaux, en particulier liés aux agences de l'eau en France. D'accord. Pour conclure, quel pourrait être le rôle, et quel est peut-être déjà le rôle de l'OIO dans ce contexte ? Alors, le rôle de l'OIO dans ce contexte, il est un rôle vraisemblablement d'assistance, d'acculturation, d'incitation, d'explication, de formation auprès des décideurs des aménagements territoriaux, donc un accompagnement très fort, accompagnement qui va se décliner soit par de l'expertise technique et puis de la formation réellement, et puis qui peut aussi se traduire par un accompagnement stratégique auprès de décideurs politiques des territoires. Et c'est un enjeu clairement fort pour nous, avec un élément important qui est de valoriser notre indépendance, puisque l'association est indépendante, nos avis sont indépendants, et on a donc cette caractéristique, cet enjeu d'être une ressource indépendante d'avis, de conseils stratégiques dans l'aménagement des territoires. Une ressource et de la connaissance à disposition, par exemple, des collectivités dans l'appui à la décision. Merci beaucoup, Marc-Yvan Laroy, pour toutes ces explications. Merci d'être venu sur le plateau de ces capsules solutions. On se retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup à vous. Au revoir.